Je vais t'afficher une de mes photos à l'écran, mais avant de me juger, il faut que tu saches que cette photo, c'est une des toutes premières que j'ai retouchées il y a déjà plus de 2 ans de ça dans Lightroom. Et on va pas se mentir, elle est vraiment pas terrible. Elle pique même un peu les yeux. Et j'en ai fait du chemin depuis, mais quand j'ai démarré, comme tout bon débutant, j'ai fait un paquet d'erreurs. Et à cause de ces erreurs, personne ne s'intéressait à mes photos. Mais ce sont justement ces erreurs qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 5 erreurs de base du photographe amateur qui m'ont le plus marqué quand j'ai démarré en photographie. Le but pour toi qui regarde cette vidéo, ça va pas être d'éviter de faire ces erreurs parce qu'il faut passer par là et elles font partie de l'apprentissage, donc elles sont importantes. Mais ça va plutôt être de prendre conscience de ces erreurs pour éviter de rester bloqué trop longtemps là-dessus. Moins tu vas rester bloqué sur ces erreurs, plus vite tu vas progresser et plus vite tu vas progresser, plus tu vas prendre de plaisir à faire de la photographie. Et on démarre sans plus attendre avec la première erreur qui est de sous-estimer l'objectif du kit. Quand tu achètes ton premier appareil photo sur internet, tu vas choisir un boîtier et généralement avec ce boîtier, on va te donner un objectif de base qui va aller avec. C'est l'objectif de kit, c'est un objectif bas de gamme. Et comme c'est un objectif bas de gamme, j'étais persuadé que je faisais de mauvaises photos parce que j'avais un mauvais objectif. Et j'étais persuadé que la solution à tous mes problèmes, c'était de dépenser des milliers d'euros dans un nouvel objectif. Mais qu'est-ce qui fait que cet objectif est bas de gamme? On va voir ça ensemble. Lorsque tu vas enlever le capuchon de ton objectif de kit, tu vas pouvoir voir écrit ici 2 chiffres qui correspondent à l'ouverture de ton objectif. Ici sur mon objectif, il est écrit 3.5 à 5.6. Ces chiffres correspondent à l'ouverture de l'objectif. Et comme il possède 2 chiffres F, son ouverture n'est pas constante. Je sens que je t'ai déjà un petit peu perdu. Je vais te faire un rappel de base de la photographie. En photographie, le chiffre F correspond à l'ouverture du diaphragme. Plus ce chiffre va être petit, F1.8, F2.8, F4, plus le diaphragme va être grand ouvert. Et donc l'objectif et le capteur vont emmagasiner plus de lumière, ce qui aura aussi pour conséquence de créer plus de flou derrière-plan. On appelle ça le bokeh. Donc petit chiffre F, beaucoup de lumière et beaucoup de bokeh. Et au contraire, avec un plus grand chiffre F comme F8, F16, ou même F22, l'ouverture du diaphragme va être très petite et va laisser rentrer très peu de lumière. Et ici, on va pas du tout avoir de flou d'arrière-plan, mais au contraire, on va avoir de la netteté du premier plan jusqu'au dernier plan. Donc une grande ouverture, c'est l'idéal quand on veut que tout soit net sur sa photo de paysage. Un objectif considéré comme étant haut de gamme aura généralement un seul chiffre F. Ce chiffre correspond à son ouverture maximale. On peut ensuite modifier les paramètres de l'ouverture dans les réglages de son appareil photo pour la diminuer, mais on ne pourra pas l'agrandir plus. Donc si j'ai un objectif qui ouvre à f2.8, je pourrais ouvrir à f8, ce sera une ouverture plus petite, mais je ne pourrais pas ouvrir à f1.8, parce que ça représente une ouverture plus grande. Pour revenir à l'objectif de kit, on a dit tout à l'heure qu'il possédait 2 chiffres F, c'est-à-dire 2 ouvertures maximales. Mais comment c'est possible? En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va zoomer avec cet objectif, son ouverture maximale va changer. À 12 mm, elle va être de 3.5 et lorsque je vais zoomer au maximum à 60 mm, elle va être de 5.6. Son ouverture n'est donc pas constante. Donc pour faire plus simple, la différence entre cet objectif bas de gamme et un des objectifs que tu peux voir derrière, c'est qu'il va capter moins de lumière. Il est donc moins lumineux. Et c'est vraiment son seul défaut. Mis à part ça, il a un zoom qui est très polyvalent, il a un piqué qui est excellent, qui n'a rien à envier à mes autres objectifs. Alors le piqué, si tu sais pas ce que c'est la sensation de netteté sur une photo. Et en réalité, il est excellent. J'ai fait des photos fantastiques avec. Il est seulement mauvais dans des conditions de faible luminosité pour faire de l'astrophotographie ou de la photo de concert, ou lorsqu'on veut beaucoup de flou d'arrière-plan pour la photo de portrait par exemple. Mais dans 9 cas sur 10, pour photographier un paysage, son manque de luminosité ne sera pas du tout un problème. Et je te montre quelques photos à l'écran réalisées avec cet objectif pour te prouver que je te raconte pas des bobards. Il a ses limites, mais lorsqu'on débute et surtout pour faire du paysage, on ne s'en rend même pas compte. Donc en fait, c'est pas l'objectif qui était mauvais, c'était seulement moi. Et je refusais peut-être de l'admettre. Je le trouve vraiment sous-coté et vraiment pas apprécié à sa juste valeur. Je l'ai utilisé pendant 2 ans et je l'utilise encore aujourd'hui dans certaines situations. Il faut que je te révèle quelque chose. Lorsque tu vas montrer une de tes photos à quelqu'un, ça ne l'intéresse pas du tout de savoir avec quel boîtier, avec quel objectif ou avec quel réglage tu as pris la photo. La seule chose qui va l'intéresser, ça pourrait être ta vision artistique. Le reste, on s'en fout. Sauf si la personne est photographe, peut-être que là, elle te posera des questions un peu plus techniques. Mais voilà, j'ai réalisé des photos dont je suis très fier avec cet objectif bas de gamme. Et personne ne serait capable de dire qu'elles ont été prises avec un objectif de kit. Mais donne-lui une chance et tu pourras changer et investir dans un nouvel objectif quand tu te rendras compte de ses limites. Pour moi, il garde toujours sa place dans ma collection. La deuxième erreur, ça va être de ne pas réfléchir à sa composition. En réalité, j'ai un petit peu de mal à donner une définition à la composition, mais je dirais simplement que c'est de faire en sorte que tous les éléments de ta photo soient en harmonie. Lorsque tu vas vouloir faire une photo, tu vas généralement chercher un sujet. Il faut réfléchir également à tout ce qui se trouve autour de ton sujet pour le mettre en valeur
et ne pas se focaliser uniquement sur le sujet. La manière dont tu places chaque élément dans ta photo doit être un choix délibéré. Et changer sa composition, c'est très simple, ça prend quelques secondes, il y a plein de manières de le faire. On peut simplement changer sa focale en venant zoomer un peu plus ou dézoomer dans sa photo. On peut changer son angle de vue. Une photo qui va être prise debout et une photo qui va être prise accroupie sera très différente. Des fois, il suffit de faire un pas sur la droite pour changer complètement sa composition. Ou on peut aussi s'éloigner et se rapprocher physiquement. La composition, ça va permettre de donner du contexte au sujet. Même si des fois, il vaut mieux ne pas trop en donner. Et si tu vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la dernière vidéo, tu comprendras très vite. Tu peux cliquer là sur la petite annotation. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup faire et que je t'encourage à essayer. C'est lorsque tu trouves un sujet, de le photographier de 3 manières différentes, c'est-à-dire trouver 3 compositions différentes. Il y a un endroit que j'aime beaucoup près de chez moi, c'est le phare de la Révélate, et j'allais souvent là-bas pour m'entraîner quand j'ai débuté en photographie, et j'y retournais assez souvent pour chercher des compositions différentes, mais en essayant de garder le même sujet. Et naturellement, en progressant en photographie, j'ai commencé à avoir des notions de composition, et à chaque fois que je retournais au phare de la Révélate, je faisais une meilleure photo que la précédente, jusqu'à obtenir cette photo que je t'ai peut-être déjà montrée 50 fois, mais que j'adore. Et ça m'a pris du temps d'en arriver là. Quand j'ai démarré, mes compositions étaient très mauvaises parce que je n'avais pas un œil très expérimenté. C'est un aspect que je travaille encore aujourd'hui et que je considère pas du tout comme acquis. La composition en photographie, c'est vraiment crucial et c'est ce qui va faire la différence entre une bonne photo et une mauvaise photo d'un même sujet. Le meilleur moyen pour t'entraîner, c'est d'essayer de réfléchir différemment. Une bonne photo avec une bonne composition, d'une certaine manière, ça raconte une histoire. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma photo et qu'est-ce que je peux enlever à ma photo pour raconter cette histoire? C'est un peu abstrait comme conseil, mais c'est ma manière de réfléchir sur le terrain et j'espère que ça pourra t'aider. La 3e erreur, ça va être de photographier au mauvais moment de la journée. Quand j'ai démarré en photographie, je sortais photographier à des moments de la journée où le soleil tapait bien fort et quand il n'y avait pas un seul nuage à l'horizon. Je sortais quand le temps était le plus propice à faire une randonnée et c'est mon appareil photo qui devait s'adapter à mon emploi du temps. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas la meilleure idée. Déjà, première chose, en photographie de manière générale, on va préférer photographier à des moments de la journée où la lumière va être plus douce, c'est-à-dire tôt le matin ou en fin d'après-midi. Ça veut pas dire qu'on doit photographier que des couchers de soleil, ça deviendrait vite lassant, mais en règle générale, on va essayer d'éviter la lumière brute. Et quand le temps se gâtait un peu, logiquement, je restais chez moi. Alors qu'au contraire, c'est le moment où il faut sortir. C'est souvent quand la nature se déchaîne qu'on va obtenir les photos les plus spectaculaires. Alors je reconnais, ce sont pas les sorties les plus agréables, mais quand il y a un temps comme de l'orage, des rafales de vent, de la brume, du brouillard, ce sont des conditions comme celle-là qui vont te permettre d'avoir des photos plus spectaculaires. Et les photographes du dimanche, en plus, eux, ils vont rester à la maison, donc tu vas être les seuls à les avoir. Sur cette photo que j'ai prise il y a quelques mois, je l'ai prise accroupie, mais pas parce que j'avais envie d'être accroupi, parce que si je restais debout, je me faisais emporter par le vent tellement les rafales étaient puissantes. C'était pas un souvenir très agréable, mais ces vagues qui déferlaient sur les rochers en face de moi, elles étaient mémorables. Et ce jour-là, j'ai pris une de mes meilleures photos, alors qu'une heure avant, j'étais chez moi et j'hésitais à rester devant la play et à ne pas sortir. Ça aurait été vraiment dommage de louper ça. Alors non, j'attends pas seulement des mauvaises conditions météo pour sortir, mais j'essaye de varier et de pas seulement faire du coucher de soleil. J'essaye d'avoir des temps différents, des climats différents pour avoir des ambiances différentes dans mes photos et j'essaye souvent de retourner aux mêmes endroits mais avec un climat différent. Et ça me permet à chaque fois d'avoir des photos qui n'ont rien à voir. Donc il faut privilégier la lumière douce, et pas seulement les beaux jours. Il faut essayer de varier un petit peu. La 4e erreur, ça va être de ne pas retoucher ses photos. Je voyais pas du tout l'intérêt quand j'ai démarré et j'entends souvent des personnes dire « je préfère que ma photo reste naturelle, je n'ai pas envie de la retoucher ». Ce que je peux très bien comprendre, mais il faut savoir que toutes les photos sont retouchées sans exception. Même lorsque tu prends une photo avec ton smartphone, la photo va être retouchée. Mais ça se fait de manière automatique donc tu t'en rends pas forcément compte. Lorsque tu vas prendre une photo avec ton appareil photo, tu vas avoir le choix entre 2 formats de fichiers. D'un côté, tu vas avoir le format JPEG, et de l'autre côté, tu vas avoir le format RAW. Le format JPEG, c'est un fichier qui est directement exploitable, c'est-à-dire que ta photo, tu vas directement pouvoir la partager sur les réseaux sociaux avec tes amis. Mais elle a été retouchée. C'est le boîtier de ton appareil photo qui va faire la retouche. La retouche reste assez subtile par rapport à un téléphone, mais elle est bien présente. Et c'est vraiment l'idéal si tu veux pas t'embêter avec un logiciel, juste photographier et ne pas te prendre la tête. C'est le boîtier qui va s'en charger pour toi. Le second choix maintenant, c'est le format RAW, qui est un format brut, c'est-à-dire que ta photo va être très décontrastée et très plate, mais elle va contenir beaucoup plus d'informations. Et ce fichier n'est pas directement exploitable, il va falloir passer par un logiciel de dérotisation. C'est un terme un peu barbare qui fait peur, mais ça veut simplement dire passer par un logiciel pour transformer ta photo
en JPEG. Et lors de cette étape de transformation, on va pouvoir retoucher nous-mêmes la photo. Et pour moi, la retouche, ça fait vraiment partie du plaisir de la photographie. Je vois pas du tout l'intérêt d'acheter un appareil photo, de s'embêter à apprendre ses réglages, apprendre le mode manuel, apprendre à composer, pour au final déléguer la dernière partie du travail au boîtier. Autant faire tout soi-même jusqu'au bout pour avoir un contrôle total sur sa photo. Je considère que la retouche photo, c'est 50% du travail. Retoucher ses photos, ça permet vraiment d'être plus créatif, de trouver son style et de faire des photos différentes. Lorsque le boîtier retouche lui-même les photos, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Lorsque tu photographies au format RAW, tu as le contrôle total. Si t'as pas envie de t'embêter avec la retouche, autant acheter un smartphone, ils font vraiment de très belles photos. À partir du moment où tu achètes un appareil photo, il y a vraiment cette démarche d'avoir le contrôle sur son image. Après, on n'est pas obligé de faire des retouches extrêmes, on peut faire des retouches très légères, mais quoi qu'il arrive, ta photo sera retouchée. Si c'est pas toi qui le fais, c'est l'appareil qui s'en chargera. Du coup, la 5e erreur découle de la 4e. Tu découvres le monde de la retouche photo, tu apprends à te servir d'un logiciel de retouche, tu vas voir que tu as des curseurs que tu peux déplacer à droite, à gauche, et tu vas trop pousser sur ces curseurs. La 5e erreur, elle est évidente, c'est de trop retoucher ses photos. Elle est évidente, mais c'est pas facile de s'en rendre compte. Je t'ai montré une de mes premières photos dans l'introduction de la vidéo, mais j'ai fait d'autres paysages qui étaient vraiment très saturés. Et le truc en plus, c'est qu'à ce moment-là, ces photos, j'en étais très fier, je les montrais à tout le monde. En soi, la composition est pas si mauvaise que ça, il y a de l'idée, mais tout ce travail, je l'ai gâché en ajoutant trop de saturation. Et la photo n'a plus aucun intérêt, elle est juste désagréable à regarder. Il y a une limite à trouver entre pas suffisamment retouché et trop retouché. Mais cette limite est très dure à trouver. Le truc, c'est qu'il faut être subtil dans ces photos. Et c'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à appliquer. Une bonne retouche photo, c'est lorsqu'on remarque pas que la photo a été retouchée. J'ai vraiment cette impression que lorsqu'on débute, on n'a pas le même œil, on n'a pas la même vision, et on a beaucoup de mal à se rendre compte lorsqu'on pousse la retouche trop loin. Pour cette étape, il n'y a pas de secret, il faut retoucher beaucoup de photos. Et tes premières retouches seront forcément catastrophiques. Mais plus tu vas en retoucher, plus ton œil va être averti, et ça sera plus facile de jauger ces curseurs. Généralement, si je dois pousser un curseur au-delà de 50%, j'essaye de me demander si j'en fais pas trop. Nous, en tant que photographe, forcément, lorsqu'on voit une photo, on sait pertinemment qu'elle est retouchée. Mais il faut pas que ça nous saute à l'œil. J'aime bien ce geste. Il y a une astuce qui marche très bien lorsqu'on passe un peu trop de temps dans son logiciel, c'est de laisser reposer ses yeux, de revenir quelques heures après sur sa retouche et voir si quelque chose nous choque. Et on va voir cette photo avec un nouvel œil. Ça m'arrive assez souvent d'être très fier de ma photo, de revenir dessus le lendemain et de la détester. Ça m'arrive même un peu plus souvent que tu ne le penses. Et en fonction de ça, j'essaye d'ajuster et je préfère toujours avoir une photo pas suffisamment retouchée que trop retouchée. Et tu as déjà vu ce que ça donne quand c'est trop retouché. Peu importe le logiciel que tu utilises, essaye d'y aller mollo avec les curseurs. Voilà, on a fait le tour du sujet et j'espère que ça pourra te faire gagner un petit peu de temps dans ton apprentissage. Et j'avais presque oublié, il y a une dernière petite erreur que je faisais beaucoup à mes débuts, c'est de regarder beaucoup trop de vidéos sur YouTube et de pas suffisamment pratiquer. Mais termine la vidéo tranquillement d'abord. Laisse un pouce bleu, abonne-toi et sors pratiquer.